Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazichir est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Debenzal de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Président de Futur IM, et Frédéric Rollin avec nous également en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. La parité euro-dollar, parité parfaite à la 4e décimale près ce matin à 11h46. On s'arrêtera à la 4e décimale pour pas embrouiller trop le débat, Frédéric. Bon, évidemment, la tendance n'est pas nouvelle, hein. Elle n'a fait que s'accentuer mois après mois, semaine après semaine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la grande et des petites histoires peut-être derrière l'euro-dollar? Qu'est-ce qui explique cette parité parfaite qui nous ramène 20 ans en arrière de ce point de vue-là aujourd'hui? Alors, 1 pour 1, oui, c'est parfait. En revanche, si on regarde je dirais, les valeurs fondamentales, c'est un énorme décalage, en fait. Hein. L'euro vaut beaucoup plus d'un point de vue macroéconomique par rapport au dollar. Nous, on estime on devrait plutôt être autour de 1,25, 1,35. Donc, une très, très forte sous-valorisation qui vient de plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a au moins un facteur aujourd'hui, c'est que la Banque centrale américaine a pris de l'avance, qu'elle resserre sa politique monétaire, alors même que la BCE est en retard, elle a à peine commencé, et puis que finalement, on s'aperçoit que les chiffres d'inflation aussi en Europe sont pas si bons que ça. C'est-à-dire qu'il y a un indice des surprises économiques, et quand on regarde les surprises sur l'inflation, elles sont bien pires en Europe qu'aux États-Unis. Un peu plus d'inflation, avec une banque centrale qui réagit très très peu, c'est pas forcément une bonne chose, au contraire, pour les investisseurs, parce que ça veut dire que la monnaie se dégrade en termes de prix par rapport au prix de la consommation, mais en revanche, il n'y a pas de rendement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, c'est la guerre en Ukraine et son cortège de problèmes, potentiellement, peut-être plus qu'aux États-Unis, un risque de récession. On nous coupe le gaz. Qu'est-ce qu'on fait ? L'Allemagne va avoir des problèmes économiques majeurs, et peut-être une récession en Europe en raison de ceci. Et puis, un moral général, d'avoir la guerre à ses portes, qui pèse aussi sur la confiance des entrepreneurs et des consommateurs. Et le scénario, ce qu'on a appelé à un moment le scénario blackout, rupture d'approvisionnement en gaz non souhaitée, brutale, du gaz en provenance de Russie vers l'Europe. C'est un scénario qui a gagné en probabilité ces derniers jours, ces dernières semaines. Il a toujours été présent depuis le début de la guerre, mais c'est vrai que si on cherche à comprendre l'accélération du mouvement sur l'euro-dollar, est-ce que ce scénario-là, cette idée-là, y a participé un peu? Oui, les discours, je dirais, entre l'Europe et la Russie ne s'arrangent pas. On a eu le grand rendez-vous de l'OTAN, 29 et 30 juin, où l'OTAN quand même a été assez sévère avec la Russie. C'était la première fois depuis 2010 qu'ils revoyaient leur concept stratégique. Donc voilà, ils renomment la Russie comme la menace principale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, c'était pas du tout le cas. C'était plutôt la volonté de coopérer. Donc ça, évidemment, après l'attaque de l'Ukraine, ça paraît évident, mais c'est quand même un changement majeur avec, on va multiplier par 8 les troupes de l'OTAN. Je crois qu'on parle de 40 000 à 300 000 hommes. Donc, il y a quand même un jeu qui se muscle très, très clairement du côté de l'OTAN, dont fait partie l'Europe. Et donc, de l'autre côté, probablement, la Russie peut répondre. Puis, n'oublions pas que l'Eurozone a décidé de se passer une partie du pétrole russe. La Russie, peut-être, voudra faire pression. Et puis, pourquoi maintenant ? Parce que, c'est la maintenance de Nord Stream 1. Et si ça doit arriver... c'est peut-être ça. Maintenant, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une fenêtre d'opportunité pour Vladimir Poutine. Qui disent, qui mettent un petit peu de temps finalement à revoir ce gazoduc. On sent que peut-être il essaie d'obtenir quelque chose pour sa réouverture, ça c'est pas impossible. Donc on s'approche quand même de moments plutôt critiques. Et le gaz russe aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer sans organiser des rationnements. Voilà. Ce qui va pénaliser l'activité économique. Déjà une stratégie qui commence à voir le jour ici et là dans certains pays européens. On appelle ça comme on veut, sobriété, rationnement. On verra quelle forme ça prend sur le plan politique notamment. Mais c'est déjà un peu l'idée à laquelle on nous prépare dans pas mal de pays. Sur la parité euro-dollar, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet-là, à travers ce sujet-là, Gilles ? Ce qui m'intéresse, c'est en effet ce qui a été mentionné, ce sont les déséquilibres planétaire en termes de politique monétaire et le fait que dès qu'on décorrèle artificiellement
l'économie mondiale et ces différentes zones, eh bien, on introduit des biais qui cherchent à se corriger via d'autres phénomènes. Parce que l'économie est un système global. Et donc là, le fait que la Banque centrale américaine soit en avance de la Banque centrale européenne conduit à une espèce de flux sortant du risque européen au sens large. Ouais. Et ce faisant, du coup, à la réouverture d'un front qui est celui de la cohérence de la zone euro. Donc ce niveau de faiblesse ou de sous-évaluation de l'euro, il faut considérer qu'elle ramène sur le devant de la scène des interrogations un peu natives, structurelles, liées à l'intégrité de l'euro. Absolument, d'autant que ça s'accompagne d'un discours sur des mesures pouvant être prises mais non encore déterminées quant à une maîtrise d'une forme de fragmentation de la zone euro. C'est un terme qui est quand même... Le terme lui-même est chargé, évoque de mauvais souvenirs. Et donc nous, on en tire comme conséquence d'un point de vue qualitatif et stratégique qu'on n'est pas obligé d'être investi nécessairement dans toutes les zones et sur tous les secteurs, et que le monde est vaste et qu'il y a beaucoup de pays, de valeurs qui ont structurellement, qui représentent un risque beaucoup plus faible que certaines valeurs les plus risquées dans la zone euro et en particulier dans la zone sud. Et maintenant l'Allemagne qui en effet touché au premier chef par le conflit avec la Russie. Qui devient source de faiblesse aujourd'hui pour la zone euro. Sachant que l'euro a été bâti sur la notion d'excédent courant allemand du modèle Bundesbank, etc. Absolument. Aujourd'hui, ces piliers-là sont remis en cause. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse à votre tour, Julien, dans alors, cette discussion, c'est même cette fascination qu'on a sur le marché, chez les opérateurs de marché. Toute la journée, on a passé le temps devant nos écrans pour voir ce moment où la parité serait atteinte. Bon, je ne sais pas ce que ça en dit des comportements et de la psychologie des opérateurs de marché qui peuvent se fasciner pour ce genre de mouvement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que c'est la tendance de l'euro ? Est-ce que c'est la tendance du dollar, peut-être, contre toute devise ? Et est-ce que, je ne sais pas, est-ce que la force du dollar, s'il faut considérer la force du dollar, est quelque chose qui s'inscrit peut-être structurellement pour longtemps, contrairement à ce qu'on entendait il y a quelques mois où la monnaie devait être débasée, la fin du dollar, etc. etc. Oui, Vous vous souvenez de ce moment-là ? Mais parler du dollar et puis avoir un avis tranché, c'est déjà difficile, mais alors en ce moment... déjà, c'est un premier point. Je dois tout de suite reconnaître que ce qui se passe depuis un mois, au moins sur les actions et les changes, correspond pas du tout au diagramme cyclique sur lequel je travaille en permanence. Je veux dire par là que la rupture sur l'euro-dollar des 1,05, le fait de passer en dessous des plus bas de 2016-2017, est quelque chose qui était inattendu pour moi. Voilà, ça n'appartient pas au raisonnement. Si ça perdure, cette situation de force du dollar, il va falloir que je m'interroge justement sur l'ensemble du dispositif cyclique, parce que c'est vraiment c'est plus qu'une fausse note. D'accord. C'est une dissonance très forte. La raison, je l'ai évoqué sous différentes formes, mais la raison, c'est que la première partie du cycle inflationniste, c'est 2000-2008, la seconde, c'est 2016-2025-27 à peu près. Dans ces parties-là, en théorie, le dollar ne peut pas être aussi fort. Voilà. Alors, on n'a malheureusement pas assez d'éléments sur les cycles d'inflation antérieure pour être catégorique, mais on sait que ça n'est pas cohérent. Voilà. Donc c'est un problème. Alors je ne vais pas redire ce qui a été déjà dit, mais effectivement, niveau de croissance aux États-Unis, robustesse, nécessité d'une banque centrale qui agit plus fermement, etc., fait que il y a les masses monétaires. Mais je ne suis pas convaincu qu'en termes de budget à monétiser, il y ait tant de différences que ça entre les USA et l'Europe, par exemple, si on fait ce rapport. Donc je ne crois pas que de ce côté-là, il y ait beaucoup de choses à penser. Le différentiel de taux, finalement, c'est le point juste avant. Le différentiel de taux peut expliquer la conjoncture. Ça peut expliquer qu'en ce moment, il se passe ça. Mais la seule conclusion que je puisse tirer, en fait, elle a déjà été tirée, je crois, avant. Moi, je crois qu'il y a une prise en compte du risque de guerre en Europe qui est maintenant prégnant
au niveau international. Alors, du coup, si je prolonge, c'est ça qui, à mon avis, explique du risque d'air. Ça veut dire du risque d'une escalade encore du conflit, peut-être sur plusieurs mois, plusieurs années, etc. Voilà. Je pense que c'est en train d'être intégré et c'est ce qui explique la force du dollar. Et alors, du coup, ça m'a amené sur un autre point par rapport à la fragmentation. Alors ça, c'est intuitif, mais c'est quand même du domaine de l'observation des comportements. Si on prend la crise grecque et la manière dont les Allemands étaient capables de dire des choses sur les Grecs, les Italiens, etc., ça on s'en souvient, c'était il y a 10 ans. Quand il y a eu le Covid, on s'est rendu compte que la même maladie touchait tout le monde. Et là, on est arrivé à quelque chose qui ressemble à une mutualisation. Je pense que les risques qu'on a de développement du conflit à la fois sur les matières premières, mais aussi du conflit militaire, je pense que ce sont des choses qui vont amener une cohérence supplémentaire dans la zone euro. Et si c'est ça qui se produit, ça justifierait, cette fois-ci, qu'il y a un déséquilibre budgétaire entre l'Europe et le reste du monde, et notamment les USA. Et je rajouterais à ça le fait que l'impression de valeur morale qu'on donne en Europe sur la transition énergétique, l'impression de valeur morale me semble beaucoup plus forte qu'aux États-Unis. Ce qui veut dire que là aussi, qu'on soit dans un scénario de défense, dans une situation de guerre, ou de construction dans une transition, on va probablement développer des budgets plus importants. Voilà. Et aller peut-être plus dans l'administration encore qu'on ne l'est aujourd'hui. L'administration, voilà, on en parle un petit peu en antenne, mais aller plus loin dans la mainmise de l'Union européenne, des États, dans le fonctionnement de l'économie. Et que cet ensemble de choses fait que aujourd'hui, pour un investisseur, détenir beaucoup d'euros, c'est pas très logique. En revanche, détenir du dollar, ça fait du sens. Ça fait du sens à court terme et quasiment à long terme. Voilà comment je l'explique. Voilà. Pourtant, ce que vous décrivez d'une Europe qui serait capable, justement, face à un nouveau choc type guerre, d'augmenter son intégration, son niveau d'intégration, enfin, c'est ce que souhaite le rapport des 5 présidents, tout ça, ça existe, ça plaide normalement pour un euro un peu plus fort, moins sous-évalué qu'il ne l'est aujourd'hui, Julien, non ? Au prix, à voir le prix à payer, justement, notamment sur le gaz. Je crois que le sujet du gaz a été évoqué. Pour moi, là aujourd'hui, je suis étonné de ne pas avoir de scénario catastrophe qui soit quand même un tout petit peu relayé. Mais ce qui peut... vous trouvez que les scénarios relayés ne sont pas assez catastrophiques aujourd'hui ? Non. De mon point de vue, c'est pas mon travail d'analyser ça. Je trouve d'ailleurs qu'on n'est pas allé au fond de la noirceur du sujet. Mais je pense que si les choses se dégradent de ce côté-là, et je pense qu'elles devraient se dégrader, l'impact en Europe va être considérable. D'accord. Et ça justifie cette position à la fois à court terme et peut-être même à long terme de réserve par rapport... Enfin, donc d'envie d'être sur le dollar. Oui, c'est ça. Je comprends tout à fait le rationnel, le raisonnement. Je crois qu'un euro aujourd'hui à $1, ça sort du cadre de pas mal d'analystes, en fait. On est dans une valorisation qui est tout à fait extraordinaire. On parlait du risque géopolitique, peut-être aussi il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer, et on l'a vu encore une fois dans la réunion de l'OTAN de fin juin, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'OTAN, on a dans son concept stratégique la Chine, qui est nommée comme... alors, c'est pas tout à fait une menace, enfin, les mots sont un petit peu mieux choisis, je les ai plus en tête exactement, mais en tout cas, voilà, comme un sujet assez important pour la sécurité des membres de l'OTAN. On parle de son autoritarisme, de ses politiques coercitives, donc des mots quand même relativement durs, et on sent, c'est vrai, qu'on a potentiellement, progressivement, un ordre mondial. Alors, c'est pas notre point de vue, mais il y a un risque peut-être dans la tête de quelques investisseurs d'avoir ce fameux, vous avez peut-être entendu parler, Dragon Bear, donc l'ours et le dragon, qui s'allient peut-être un peu avec l'Inde pour créer un monde bipolaire, qui est souhaité par Vladimir Poutine. C'est pas notre opinion. C'est une alliance d'opportunités qui, selon vous, résistera pas à la poursuite de l'histoire. Je pense que voilà, la Chine a fort à faire à avoir des échanges commerciaux fructueux avec nous et a relativement peu d'intérêt aujourd'hui d'aller se mettre à dos ses principaux clients, tout simplement. Donc ça nous paraît improbable, mais c'est quand même peut-être un risque. Si on considère que c'est possible. Voilà, si on considère que c'est possible, à ce moment-là, on va chercher des endroits où se réfugier. Et ça va être typiquement le dollar, ça va être typiquement l'or, et plus le dollar aujourd'hui, parce que les taux ont monté, qu'enfin le dollar rémunère, alors que l'or ne détache pas de coupons. Donc ça peut être aussi une des raisons qui font qu'il y a des mouvements aussi extrêmes.
Et nous, on ne revient pas encore aujourd'hui sur l'euro parce qu'on manque de catalystes, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que, finalement, ces écarts vont se corriger ? C'est un peu trop tôt. Il faudrait quand même quelques bons chiffres d'inflation aux États-Unis, un revirement. C'est-à-dire des chiffres d'inflation moins élevés. Fort, ouais. Ou la Fed qui nous a dit dans un premier temps, je comprends rien à l'inflation, ou même je comprends à quel point je comprends rien. Bon, très rassurant. L'impression d'un pilote d'avion qui a un petit peu bu. Ensuite, ils nous disent voilà, il faut pas trop regarder dans le détail. Voilà, l'inflation, on la prend brute et elle est trop forte. On y va. On va finir peut-être par avoir, avec les matières premières qui baissent, l'activité qui baisse, des chiffres d'inflation un peu meilleurs. On a déjà le corps qui a baissé un peu. Bon, les services remontent, c'est pas encore très clair. Une inflexion de ce côté-là. Et là, je dirais que je ne donnerais pas cher de la peau du dollar, parce qu'on aura des niveaux de valorisation extrêmes au moment où la Banque centrale américaine infléchit son discours de politique monétaire. Et tout le monde est long dollar. Tout le monde aura eu le temps d'être long dollar. Bien sûr, ce qu'il faut. Dollar, oui, c'est évident. Oui. Voilà, l'Europe, ça va pas. La guerre. Non, mais pour vous, l'espoir vient du dollar. Oui, c'est ça. C'est la Fed. L'espoir, c'est la détente du dollar. Qui a fabriqué ce mouvement. Ensuite, s'engouffrent beaucoup d'événements. Mais sans la Fed, aujourd'hui, voilà, on n'en discuterait pas. On dirait, ouais, la guerre en Ukraine fait pression sur l'euro, mais ce ne serait pas aussi important. C'est quand même la Fed qui est au cœur de la hausse du dollar. Si la Fed commence à modérer son discours, les niveaux du dollar ne seront pas tenables. Donc c'est pas à la BCE d'être beaucoup plus agressive, c'est plutôt à la Fed de prendre acte à un moment. Alors sur la force du dollar, c'est la Fed. Après, on peut corriger un petit peu. Et c'est vrai que par exemple, on se tient quand même mieux que le yen, par exemple. Donc qui a eu une banque centrale qui a décidé de maintenir une politique monétaire. Alors toujours ultra accommodante, pas de changement de discours, on continue, évidemment. Voilà. Donc c'est quand même, après tout, une histoire de banque centrale en grande partie. Et donc, attendons quand même qu'elle change de discours un petit peu. Demain, le CPI US, donc la marque d'inflation pour le mois de juin. On regardera dans les détails, même si Jérôme Powell nous dit qu'il faut regarder ça de manière un peu brute, sans détail, mais les détails seront quand même importants. Et puis, réunion la semaine prochaine de la BCE et la suivante de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui peut stopper la tendance, Gilles ? Et puis, on va gentiment évoquer la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Est-ce que la question d'échange va se retrouver dans le discours des entreprises, dans les équilibres opérationnels des grands groupes mondialisés ? Sans doute, mais avec aussi ces points positifs. La faiblesse de l'euro. Il y a toujours cette notion de gagnant et de perdant. C'est toujours valable. Toujours. Quand on regarde un petit peu en dessous des grands indices, des situations de synthèse et générale, on voit des situations très intéressantes et potentiellement assez univoquement favorables ou univoquement défavorables sur certains secteurs, certaines valeurs. En particulier, un euro faible, ça sert traditionnellement les entreprises européennes très exportatrices de qualité qui ont eu le temps depuis des décennies de gagner des parts de marché sur les marchés mondiaux, voire même de créer des marchés. Donc on peut penser évidemment au luxe français, mais on peut penser aussi au pétrole et au gaz norvégien. Qui est en Europe, bien qui sûr. est hors de la zone base de coût en euros, qu'on vend en dollars. Et qui est le deuxième fournisseur de l'Union européenne en termes de gaz et qui bénéficie d'un statut, de stratégie au sens large, très ESG. J'en veux pour preuve l'annonce d'aujourd'hui d'Equinor, le géant norvégien gazier et pétrolier, qui a racheté une société américaine qui opère dans le domaine du smart grid, donc qui opère dans le domaine du stockage de l'énergie par batterie, et cette société a un pipeline, non pas un parc installé, mais un pipeline de 4 gigawatts de puissance électrique. C'est 7% du parc nucléaire français, non pas en production, mais en capacité de stockage de production d'énergie intermittente. Donc là, on voit Equinor, la transformation de ces groupes. La transformation de ces groupes, le fait qu'ils bénéficient d'une base réglementaire, actionnariale, d'une très grande stabilité, et ce qui permet aux entreprises, au management, de dérouler sur le long terme leur stratégie, et à l'heure actuelle, de faire ce qu'il faut faire,
ce qu'il est bon de faire, c'est-à-dire de pivoter effectivement de façon pragmatique, réelle, dans le domaine de la transition énergétique. Et ce sont des entreprises qui sont largement, qui en tirent les bénéfices, pas seulement en termes de perspectives de croissance ou de maintien de perspectives de croissance à moyen et à long terme, bien évidemment, mais également en termes de multiples acceptables par leurs actionnaires, au sens large, qui peuvent très bien être en dehors de la Norvège, en l'occurrence pour cette société. Eux, ils sont en Norvège, et puis c'est la couronne norvégienne, mais payée à l'euro d'une certaine manière. Ou payée entre l'euro et une valeur dollar, et une valeur pétrole, pardon. Donc, en effet, là, on bénéficie également, un investisseur en euros bénéficie sur le long terme d'un biais plutôt haussier sur ce type de devise, avec, je le rappelle, des finances publiques extraordinairement saines, des surplus budgétaires depuis 20 ans accumulés et non pas des déficits budgétaires accumulés, d'une grande homogénéité et cohérence et de la population à l'égard de son système au sens large, donc système politique, des niveaux d'innovation, de PNB par habitant, d'éducation de la population extrêmement élevés en relatif à beaucoup d'autres pays dans le monde, dont le nôtre, mais aussi pas seulement le nôtre. Tout ce qui était très boring encore il y a quelques années, mais qui prend une dimension nouvelle dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, et puis des PNB par habitant très supérieurs également aux PNB par habitant de la moyenne d'Europe, ce qui fait que ce sont des marchés qui, pour les pays du nord de l'Europe en général, mais on peut inclure la Suisse aussi ou les Pays-Bas, sont des marchés qui sont extrêmement attractifs et qui d'ailleurs nourrissent beaucoup d'entreprises mondiales qui ont leurs racines dans ces pays-là, et c'est pas pour rien. Donc et donc toujours l'idée qu'il y a des gagnants quand même de ces mouvements de change et de ces mouvements de devises. Absolument. Ouais. Absolument. Bon, les gagnants, les perdants de l'euro, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires à apporter. Julien, je veux bien que vous reveniez sur ces dissonances du mois de juin. Donc on a compris dans votre playbook, le dollar ne devrait pas se trouver là où il est aujourd'hui, à ce niveau-là, en tout cas, au regard de l'inflation qu'il y a dans le système américain à ce stade. Et sur les marchés actions, là aussi, vous dites quelque chose qui ne s'est pas développé comme vous pouviez l'anticiper. Exactement. Oui, non, je ne veux pas travestir votre pensée. Mais, et quelle analyse vous faites alors de ces dissonances? Disons que par rapport à ce que je disais depuis 2 mois, je disais, je pense que les actifs risqués, c'est une bonne zone d'intervention quand on raisonne en allocation 3, 6 mois, 9 mois, 1 an. Surtout que nous, on était plutôt sortis de ces actifs. Je crois que sur les marchés obligataires, c'est un élément un peu positif. Je suis à peu près 90% de ce qu'il faut que j'ai pour dire qu'on a un point bas. Donc un point haut en taux, un point bas en prix des obligations. Il y a eu une capitulation sur le marché obligataire. C'est pas tout à fait comme ça que je le formulerais, mais si on faisait une analogie avec les marchés d'actions, je dirais qu'il y a eu un mouvement d'humeur, un mouvement d'excès et d'humeur, mai-juin, là un petit peu, qui est assez, qui est effectivement analogue à une capitulation, mais ça c'est dans d'autres termes. En tout cas, on a quelque chose d'assez fort qui est arrivé là. C'est l'élément positif de l'analyse. Maintenant, pour nous, le ralentissement économique dont on parlait l'an dernier, pour nous, il est en pleine maturité à la fin du premier semestre, juste derrière nous. Alors, on est à 3 mois près. Ce qui veut dire que comme les marchés d'actions sont à 6 mois, que les marchés d'actions restent sous pression en ce moment, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne le comprends pas. Pour moi, ce ralentissement économique, il n'est pas du tout... Alors, nous l'avons anticipé parce qu'il appartient au cycle économique, c'est notamment le cycle de Kitchin, mais il n'a absolument rien à voir avec les banques centrales. Aujourd'hui, l'action de la Banque fédérale américaine, pour moi, ne se retrouve pas dans le niveau économique. Elle peut, si elle est plus agressive dans le temps, plus longtemps, se retrouver
dans quelques mois, éventuellement même dans quelques trimestres. Mais ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas pas lié aux hausses de taux de la Fed. Voilà. Oui, oui. Et j'irais même, s'il se rajoute la complexité pour moi justement de faire la synthèse, c'est que ce que les banques centrales ont toujours dit, c'est la normalisation de la politique monétaire. Elles l'ont dit très vite, très tôt, avec cette idée que l'inflation doit être à 2, voire au-dessus, etc. Parfait, l'inflation est bien au-dessus de 2. L'objectif est atteint, il faut normaliser. C'est ce qu'elles disaient l'an dernier, finalement c'est ce qu'elles font. Mais ce discours est devenu... Est-ce que nous maîtrisons une inflation complètement qui s'est emballée? Alors oui, le cycle globalement est inflationniste, mais pour nous, là aussi, la mesure de l'inflation doit être beaucoup moins vigoureuse pendant les 2 années qui viennent, et beaucoup moins. Alors ça ne veut pas dire que l'inflation, qu'on va aller à 0%, mais ça veut dire que d'imaginer maintenant 2 chiffres d'inflation, ça n'est pas dans notre modèle. Alors comme nos modèles disent ça, la force du dollar, et le fait que les marchés d'actions restent sous pression, avec finalement un consensus qui n'a quasiment pas évolué en 2-3 mois, bien que le marché est sous pression, et plus encore une volatilité. Alors sur les marchés d'options, la volatilité implicite ne veut pas monter. Quoi qu'il se passe, elle ne monte pas. Donc ce qui veut dire que le scénario du pire, l'improbable, le Black Swan, à mon avis, il n'est pas là. Il n'est pas là, et comme il n'est pas là, et que je n'explique, encore une fois, dans l'ensemble du dispositif, je ne comprends pas la force du dollar, je me dis, il y a un risque là sur les marchés actions. Donc, je dis un peu l'inverse que j'ai dit. Oui, j'entends, mais il faut prendre acte. Hein. Je dis, autant j'étais complètement acheteur taux action il y a 2 mois, sur les taux, je ne change pas d'avis, ça me semble être très bien. Sur les actions, je vais être beaucoup plus modéré, et en fait, je vais probablement proposer de réduire légèrement l'exposition, pour voir ce qui se passe et comprendre d'où vient cette dissonance. Parce que comme on est sur un marché action qui ne fait pas alors là je fais de l'analyse technique, qui ne fait pas un creux en V. En fait, c'était pas probable. Mais donc, on ne rate pas une accélération spectaculaire. En fait, le scénario positif, c'est un range, c'est-à-dire une évolution latérale des marchés actions pendant 6 mois. Ça, c'est le scénario positif. Avec pourquoi pas une fin d'année à -5, ou pourquoi pas à 0. On peut même être comme ça. Mais ce scénario, il peut ne pas se produire. Et encore une fois, ce que je vois là m'indique que c'est une probabilité. Maintenant, c'en est une. Donc, je recommande moins d'exposition qu'avant au marché d'actions. Et c'est ce qui vous faisait dire tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas encore assez de scénarios catastrophistes sur la table, d'une certaine manière? Alors, oui, alors dans l'ensemble des choses que je lis et que j'essaie de synthétiser pour justement mesurer le consensus, j'ai trouvé que sur les ruptures d'approvisionnement en gaz, je considère qu'on est mal informé. Voilà, je pense, moi, être mal informé. Ou je ne lis pas tout ce qu'il faut lire. Mais j'ai vu, par exemple, des cas d'entreprises qui, en Italie, sont fermées depuis 2 mois parce qu'elles ne peuvent pas produire. Dans l'industrie, c'est une réalité. Que l'État n'est pas là, mais alors qu'il ne s'est rien passé. On a toujours du gaz, du pétrole, etc. Alors que se passe-t-il si nous avons un défaut juste pour que la Russie teste un petit peu sa puissance diplomatique, voilà. Et pose les jalons des années futures. Voilà. Mais ça, bon, mettons-le à part. C'est même pas, c'est 1% peut-être. Mais on revient à plus de prudence là pour attendre de voir ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que les résultats des entreprises vont être publiés déjà. Ça, c'est un premier élément d'information. Bon, on le dit à chaque trimestre, on met beaucoup d'emphase sur ces moments-là, mais ça semble être quand même une saison de publication importante pour les investisseurs dans ce contexte. Pour nous, c'est une saison de publication très importante. Je crois que la correction, c'est multiple. On a parlé derrière nous. On pourrait même avoir une amélioration d'ici la fin de l'année avec la baisse de l'inflation. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une croissance bénéficiaire pour 2022 qui est assez forte, anticipée assez forte. Alors c'est vrai que la croissance économique aujourd'hui, on n'est pas dans un mode récessionniste. Au fond, quand on regarde les consommateurs, ils perdent confiance, mais ils continuent de consommer. Donc là-dessus, ça va encore. Mais enfin, il y a quand même ralentissement. Il faut pas l'oublier. On a des entreprises qui font face à un ralentissement économique, à des coûts d'endettement plus élevés, à des coûts de matières premières plus élevés. Il faut qu'elles montent les salaires. Elles ont des difficultés d'approvisionnement. Et pour autant, les marges qui nous sont annoncées dans la plupart des pays sont toujours en expansion. Donc, alors, il y a pour nous un petit souci. Alors, c'est vrai qu'après, quand on regarde en plus de détails, évidemment, il y a des secteurs où il y a eu des révisions à la baisse, mais pas tant que ça.
Ça n'a pas été énorme. Et puis, ça a été compensé par l'énergie. Puis aujourd'hui, on a les prix de l'énergie, en tout cas, les prix du pétrole, c'est essentiellement par ceux-ci, qui sont de leur côté en train de baisser. Donc, on se dit attention quand même. On ne voit pas comment on peut tenir des anticipations de croissance bénéficiaire de l'ordre de 10% sur 2022 dans un contexte économique aussi mauvais. Jusque-là, ça a tenu. Les entreprises, elles ont délivré. Il y a rien à dire. On aurait pu commencer à tenir ce discours au trimestre précédent. Mais là, voilà, on sent qu'il y a quand même de la tension. Donc, que vont nous dire les entreprises ? Voilà, où se trouve la demande ? Est-ce qu'elles souffrent ou non en termes de marge ? Est-ce qu'elles trouvent aussi suffisamment d'employés aussi pour générer de la croissance? Tout ça, ce sont des questions qui vont être extrêmement importantes, qui vont être suivies de très très près dans les semaines qui viennent. Nous, on pense qu'on va avoir... On a commencé à avoir des révisions à la baisse des résultats, mais c'est très récent et très marginal. On pense qu'il va y avoir quelques déceptions, en tout cas une saison bénéficiaire significativement moins bonne que d'habitude. Mais bon, je sais que le timing est compliqué, mais néanmoins crucial. C'est cette saison de publication qui doit consacrer, selon vous, cette forte révision des anticipations, etc. Ou est-ce que c'est peut-être celle du trimestre suivant? Ça peut jouer sur le temps, mais je pense que voilà, on va regarder les résultats d'un grand nombre d'entreprises. Voilà, si vraiment dans leur très grande majorité, elles disent même pas mal. Peut-être que voilà, il faudra revoir d'un peu plus près ce qui nous est dit, mais assez probablement, voilà, il y en a qui vont bien s'en tirer, aussi celles qui vont bénéficier de la parité euro-dollar, ceux qui vont nous dire quand même les prix du pétrole restent élevés, donc c'est pas si mal, etc. Mais dans l'ensemble, on devrait quand même voir une inflexion. Si on voit pas cette inflexion, il va falloir qu'on révise notre position sur les marchés, parce que c'est vraiment pour ça aujourd'hui qu'on reste... Vous restez prudent. Que disent les ratings d'ailleurs d'Equity GPS là, au démarrage de cette saison de publication, Gilles? Sur le monde, on est à 6 sur 10, donc c'est moyen à légèrement constructif. Ça vient, il y a 5 trimestres de 0,5 sur 10. Voilà, donc nos ratings ont beaucoup progressé avec la baisse des marchés, avec la baisse des prix et des cours. Maintenant, ils sont basés sur les prévisions des entreprises d'aujourd'hui, et ça, par définition, ça évolue au fil du temps. Et ils sont basés également sur les taux longs, qui peuvent également évoluer au fil du temps. Donc ça, c'est une vision générale de l'ensemble de nos ratings, sachant qu'il y a une dispersion très grande entre des ratings excellentissimes, tout secteur confondu, et de très mauvais également dans beaucoup de secteurs. Par contre, en termes de sentiment de marché, force est de constater que le sentiment de marché demeure négatif. Il demeure négatif pour beaucoup de raisons qu'on a évoquées déjà. Et donc, tant qu'on n'a pas une combinaison de rating plus élevé et de rating élevé constructif ou très élevé et d'un sentiment de marché positif, je dirais qu'on n'a pas de signal en termes d'allocation d'actifs d'adopter une posture maximale en termes d'allocation d'actifs. D'accord. Mais je dirais ça dépend aussi des typologies d'investissement des clients, de leur appétence au risque et également des biais sectoriels qui sont prêts à prendre, sachant que là encore, quand on descend en termes de granularité par pays, par secteur et par valeur, on a des situations très très variées et on a de quoi se fabriquer un portefeuille très attractif néanmoins, à partir du moment où on suit l'essentiel de la capitalisation boursière mondiale, ce qui est notre cas. En matière de stratégie d'investissement, Julien, donc... On peut réexpliquer, vous avez décidé de revenir à quelque chose d'un peu plus prudent que ce que vous suggériez il y a quelques semaines, quelques mois à peine. Est-ce qu'il y a l'idée d'un match value growth toujours à travers la stratégie action? Est-ce que le match est ailleurs désormais? On a revu un peu de duration longue revenir, retrouver de l'intérêt. Le point de départ, c'est Covid. L'arrivée de Covid en Occident, c'est mars 2020. Et entre ce moment-là et il y a 2 semaines, les marchés obligataires ont perdu 20% à peu près. Avec un sentiment, comme je disais tout à l'heure, un petit peu extrême sur la toute dernière patte. Donc c'est un peu
C'est un peu c'est en fait ce qu'on attendait pour enfin revenir sur le marché obligataire. Et c'est déjà quand même pas si mal d'avoir un marché sur lequel on peut revenir. Évidemment, je vais rester très humble. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein. Mais en tout cas, tous les indicateurs sont là pour moi pour dire allons-y. Ce qui veut dire que, pour répondre à la question sur le gross value, enfin la typologie de valeur, ce qui veut dire que la construction du portefeuille qu'on doit avoir pour les 3 à 5 années qui viennent, qui est la construction avec une dominante value, ça je le maintiens. Cette rotation qu'il faut engager, on a tout notre temps. D'accord. On a tout notre temps parce que la partie dite croissance, qui est plus sensible au taux d'intérêt, va pas poser de problème majeur, en tout cas pas dans les, je dirais 12, même peut-être 24 mois qui viennent. Voilà. Mais voilà, l'enchaînement futur, donc nouvelle inflation encore plus structurelle, relocalisation, nationalisation en tout cas, effet local contre effet global, toutes ces choses sont des tendances extrêmement puissantes qui sont loin d'être à leur apogée. Voilà. Donc en ce moment, je pense que le marché obligataire nous donne déjà une zone d'investissement et le marché d'actions, je trouvais que 20% de baisse, ça suffisait pour revenir. Voilà, il est allé encore 5-7% plus bas et je m'interroge. Donc, plutôt que de dire c'est parfait pour les actifs risqués si on raisonne à 12 mois, je préfère dire les 3-4 mois qui viennent, 3-6 mois qui viennent, peut-être être un peu moins enthousiaste que je ne l'ai été. Voilà, donc je réduis un petit peu l'enthousiasme et la voilure sur les marchés d'actions, mais qui reste, de toute façon, pour moi, rechercher un point d'entrée. Hein. Enfin, oui, j'entends bien. C'est réinvestir. L'objectif est de réinvestir. L'objectif est de revenir. Frédéric, est-ce qu'on trouve... Alors, est-ce que les treasuries, notamment aux États-Unis, redeviennent une alternative après un premier semestre qui a été délétère sur toutes les classes d'actifs, et actions et obligataires? Est-ce que ça peut changer là en ce début de second semestre? Oui, très clairement. Ouais. Pour nous, on est acheteurs sur les obligations américaine pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Si on pense que l'inflation va commencer à reculer, on doit raisonnablement penser que la Fed va commencer à infléchir son discours. Et donc, c'est le moment maintenant d'acheter des obligations américaines qui, en plus, sont parmi les rares obligations qui rapportent un petit peu. Alors, le risque, ça sera sur le dollar, mais pour l'instant, il n'y a pas de catalyse qui permette aujourd'hui qu'on n'est même pas obligé de couvrir tout change. Ah bah si on couvre, on oublie l'argument de rendement. Il n'y a plus de rendement. Donc voilà, donc il faut y aller, sur le dollar. Donc voilà, et c'est, je dirais, le seul marché obligataire aujourd'hui qui a un petit peu notre grâce, puisque en Europe, on a quand même une BCE qui devrait faire le chemin inverse, avec une inflation qui est plutôt plus forte qu'attendue, donc peut-être un peu de pression sur les marchés obligataires européens. Sur le crédit, il y a quand même ce risque de récession, et puis de scénario économique ultra négatif en cas de coupure du gaz russe. Et sur les émergents, nous, tant que le dollar n'est pas calmé, les émergents, il faut faire attention. Hors Chine. Alors, hors Chine, mais bon, est-ce que la Chine est un pays émergent? Mais en tout cas, sur les émergents, en tout cas, il n'est pas dépendant du dollar comme beaucoup de pays émergents. On traite la Chine à part. Ouais, on traite la Chine à part aujourd'hui, puisque et puis c'est pas un pays, par exemple, où, comme en Amérique latine, on a beaucoup d'inflation encore aujourd'hui. La Chine, en revanche, on s'y réintéresse. Oui. On revient sur, alors c'est les actions chinoises essentiellement, pas tellement sur la devise chinoise, puisqu'on a une banque centrale chinoise qui est en train d'assouplir fortement sa politique monétaire. Pas très bon pour la devise, mais en tout cas plutôt bon pour l'économie. Des gouvernements locaux qui sont de nouveau autorisés à emprunter beaucoup plus. Donc la mise en place d'un démarrage de dépenses d'infrastructures. Donc des autorités qui prennent enfin la mesure du ralentissement économique auquel elles font face. Et d'ailleurs, on a vu les PMI rebondir fortement. On voit l'immobilier, certains indicateurs, alors un peu avancés, l'immobilier un peu précis. C'est pas encore un mouvement d'ensemble, mais par exemple, les espaces vendus, les mètres carrés vendus ont très très fortement remonté sur les données hebdomadaires. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont un peu meilleures sur la Chine. Reste la volatilité Omicron, Covid-19. Il faut quelque chose qu'il faut probablement supporter quand on est un investisseur en Chine, mais peut-être pour le meilleur, compte tenu du rebond économique potentiel, puis compte tenu du potentiel aussi formidable de ce pays. Bon, on aura une série de données chinoises en fin de semaine, alors avec le PIB du deuxième trimestre, qui était un deuxième trimestre de confinement, mais des données spécifiques du mois de juin qui
montreront normalement cet effet de réouverture et de redémarrage de l'économie chinoise. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Nebenzal, le président de Futur-IM, Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, étaient nos invités en plateau.